Nous allons tout de suite débuter sans plus attendre. Alors tout d'abord, au nom de l'ensemble de l'équipe, en remerciant l'ensemble des étudiants là, qui sont présents et qui portent un intérêt donc, à notre formation, au Master droit international et droit européen de l'Université de Lille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends quelques instants pour me présenter. Je suis donc Aymeric Poteau, professeur de droit public, plus particulièrement de droit européen. Et donc, j'ai le plaisir de piloter la mention de master droit international et droit européen. Et c'est donc à ce titre que je vous propose de présenter dans un premier temps, à titre liminaire, je dirais, les grandes caractéristiques de la formation, de manière à permettre ensuite à mes collègues responsables de Master 2, des parcours de Master 2, de ce Master, de présenter donc en détail leur parcours. À cet égard, j'en profite immédiatement pour souligner que le Master DID repose vraiment sur une équipe pédagogique qui a conçu ce Master en étroite collaboration et qui pilote ce Master en étroite collaboration. Et c'est vraiment un plaisir, pour rien vous cacher, de travailler avec Madame Elsa Bernard, avec Madame Hubeda Sayar, avec Monsieur Girard et avec Monsieur Meunier. Donc, nous avons conçu ensemble un master qui poursuit finalement deux grands objectifs que je voudrais détailler devant vous pour que vous puissiez comprendre finalement la logique de la maquette, la logique de notre parcours et ce vers quoi vous pourriez donc vous orienter. D'abord, la première caractéristique, c'est d'offrir un master qui est à la fois généralisé, qui propose une formation générale de droit international et de droit européen, mais aussi, c'est une des difficultés, on a essayé de trouver le juste milieu, aussi une formation spécialisée. C'est-à-dire qu'il y a les deux objectifs que nous essayons de proposer, et à la fois dans le cadre d'une appréhension de droit public et dans une appréhension de droit privé. Voilà le premier objectif que nous avons cherché à atteindre dans la conception de la formation générale et spécialisée à la fois en droit public et en droit privé dans les domaines du droit international et du droit européen. J'aurai l'occasion d'y revenir. Deuxième objectif essentiel pour nous, c'est de proposer une formation qui est résolument académique, parce que, encore une fois, nous formons les étudiants pour 40 ans, et donc il faut des bases solides d'un point de vue académique, mais en même temps, évidemment, il convient de proposer une formation qui correspond aux réalités du monde contemporain, aux réalités du monde professionnel, dans une optique de bonne insertion professionnelle. Donc nous avons essayé d'atteindre parallèlement, simultanément, ces deux objectifs qui ne sont d'ailleurs absolument pas incompatibles, en particulier pour les positivistes. Comme vous avez pu le constater, alors je vais, pardonnez-moi cette manipulation, dans mon élan, j'ai oublié de partager mon écran pour, voilà, je pense que ça fonctionne, pour vous proposer donc une présentation de la structure avant de revenir sur les deux objectifs et donc le plan finalement de mon intervention. Je voudrais donc à titre liminaire projeter ce plan de structure pour mettre en exergue le fait que la première année de master constitue ce qu'on appelle traditionnellement un tronc commun. Alors nous reviendrons sur le fait qu'il est commun, mais que vous avez la possibilité évidemment de personnaliser dès le Master 1 votre formation dans l'optique du Master 2, mais nous avons un Master 1, donc tronc commun, qui débouche ensuite donc sur 3 parcours de Master 2 particulièrement donc spécialisés, avec un Master 2 donc droit de l'Union européenne dirigé par Madame Bernard, par un Master 2 justice pénale internationale dirigé par Madame Hubeda Sayar et un Master de droit de la mer et risques maritimes dirigé par Monsieur Girard et Monsieur Meunier. Voilà pour la structure générale. On aura l'occasion, si vous le souhaitez, et s'il y a des questions par la suite, d'y revenir. Je reviens donc aux deux objectifs fondamentaux de la formation. D'abord, donc une formation qui vise à offrir
oui, une formation générale et spécialisée en droit international et en droit européen, privé comme public. Cet objectif répond finalement à notre conviction de la nécessité de proposer une formation, je dirais, panoramique en droit international et en droit européen. Je crois que c'est une des caractéristiques de notre master, on pourra le voir dans le cadre des maquettes d'enseignement, qui est d'offrir vraiment une vision large de l'ensemble des branches, des grandes branches du droit international et européen. Notre volonté, c'est véritablement, en particulier en Master 1, de consolider, d'approfondir votre formation générale dans ces deux grandes disciplines, des disciplines finalement jumelles du droit international et du droit européen. Je pense que véritablement les deux disciplines, c'est une conviction, entretiennent des liens de complémentarité du point de vue en particulier de la formation, qui sont très très étroits, et je pense que les européanistes gagnent énormément à fréquenter le droit international, et l'inverse, je suppose qu'il est vrai, mais je laisse aux internationalistes le soin de l'affirmer. Cette formation donc offre finalement une grande polyvalence, et du point de vue de l'insertion professionnelle, je pense que c'est quelque chose de très très important. Nous avons tous l'expérience d'avoir rencontré d'anciens étudiants, ou voire, c'est un peu plus ancien pour nous maintenant, d'anciens condisciples qui avaient la conviction, la volonté de rejoindre tel ou tel secteur d'activité et qui souhaitaient donc développer une spécialité en particulier. Et les opportunités professionnelles, les hasards de la vie les ont conduits à exercer d'autres types de fonctions dans d'autres secteurs qu'ils n'avaient pas envisagé au départ. Mais cela a été possible parce qu'ils avaient une solide formation générale, une formation panoramique, et qui leur permettait justement de pouvoir évoluer au cours d'une carrière qui, on le sait désormais, est une carrière d'une quarantaine d'années. Et donc, il est nécessaire d'avoir les ressources pour pouvoir évoluer, et cela implique tout de même d'avoir une ouverture. La spécialisation est évidemment importante, mais sur des bases qui sont solides. Et c'est aussi pour cette raison que, pas seulement, mais c'est aussi pour cette raison que nous avons la conviction qu'il fallait que la formation ne soit pas strictement une formation de droit public, et que ce soit une formation tant de droit public que de droit privé. Car pour finalement appréhender les grandes problématiques transnationales du monde contemporain, pour les traiter sous l'ensemble des aspects, le juriste a désormais besoin à la fois des instruments du droit public et des instruments du droit privé, du droit international public, du droit international privé, et évidemment dans le cadre du droit de l'intégration européenne, les deux dimensions cohabitent, sans qu'il soit toujours simple d'ailleurs de pouvoir déterminer où commence le droit public et où il se termine, pour être confronté aux problématiques de droit privé. Donc, et ça c'est vraiment très important, notre formation est destinée, nous l'avons conçue ainsi, elle est destinée à la fois aux publicistes, aux étudiants qui se sentent une fibre publiciste, comme aux étudiants qui ont une fibre plutôt privatiste, pour les deux branches que sont le droit international et le droit européen. Notre formation est par ailleurs tout à fait indiquée si vous souhaitez par la suite rejoindre une structure publique, une structure privée, exercer une fonction libérale, par exemple vous diriger vers l'avocature. Et par ailleurs, la formation est tout aussi indiquée, j'ai évoqué l'ambition résolument académique de la formation. Cette formation est aussi tout à fait indiquée pour ceux qui souhaitent poursuivre en doctorat pour, par exemple, embrasser par la suite une carrière universitaire. Alors, à côté de la formation générale, parce que jusqu'à présent, j'ai insisté sur ce point, nous avons veillé, dans un souci véritablement d'équilibre, à permettre évidemment une spécialisation.
c'est très clair, vous l'avez vu avec la structure du master, dans le cadre des Master 2, des parcours de Master 2. Donc là, il y a indéniablement une spécialisation qui intervient au stade de la deuxième année. Mais la spécialisation est introduite progressivement dès le Master 1. C'est vraiment quelque chose auquel nous avons veillé. Et je peux peut-être le démontrer, si vous voulez, en projetant la maquette du Master 1. C'est uniquement la maquette du Master 1. Et j'ai retiré à des fins d'accessibilité l'unité qui concerne le projet de l'étudiant pour nous concentrer, je sais pas, ça ne signifie pas que c'est secondaire, mais pour nous concentrer sur les aspects, je dirais, plus proprement disciplinaires. Et vous constatez ici, hein, dans la structure, je serai assez bref parce que je ne veux évidemment pas monopoliser la parole, mais vous constatez, si vous voulez, que oh là là, je reviens en arrière, voilà, que les deux objectifs sont bien, alors voilà, sont bien poursuivis au cours des 2 semestres. Vous avez ici, donc, dans l'unité, j'arrive pas à le souligner, bon, au semestre 1, unité 1, gérer un différend à caractère transnational, européen et international, vous avez finalement le tronc commun dans le tronc commun, c'est-à-dire vraiment 4 cours obligatoires. On considère que ce sont les matières incontournables du point de vue de votre formation générale en droit international et européen. Vous y trouvez donc ça, vous n'y couperez pas. Dans la formation, on n'y coupe pas. Il y a du droit international public sous la forme du droit international de la coexistence pacifique. Vous avez évidemment un cours de droit international privé, du contentieux de l'Union européenne et du droit international et européen des droits de l'homme. Là, vous avez la possibilité de choisir les TD en revanche. Alors, dans les 4 matières, donc 2 TD au choix, ce qui permet déjà de donner une certaine orientation. Dans le même esprit, semestre 2, mais avec un début de spécialisation. Vous voyez, on chemine et le degré de spécialisation progresse au fur et à mesure de la formation. L'unité 1, là, vous avez le choix entre 3 majeurs, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les cours fondamentaux traditionnellement, qui sont assortis de TD, sont regroupés dans des majeurs. Donc, si vous vous sentez plutôt européaniste, vous opterez naturellement pour la majeure droit de l'Union européenne. Si vous vous sentez plutôt internationaliste, vous opterez pour la majeure droit international, avec les cours et les TD qui sont afférents. Et si vous sentez plutôt une fibre, une vocation, un intérêt, et on le comprendrait aisément, pour le droit de la mer, alors il y a la majeure droit des activités maritimes. Voilà pour ces aspects, je dirais, de formation générale. Et ensuite, vous avez la possibilité, parce que là, vous voyez bien, on organise un peu vos choix, hein, c'est plus fermé. Mais à côté de cela, au premier semestre comme au second semestre, il y a la possibilité pour vous, finalement, d'individualiser, de personnaliser votre parcours. On le voit au semestre 1 avec l'unité 2, 2 cours de 30 heures parmi 5. Et donc là, vous avez la possibilité, même si vous êtes internationaliste, plutôt de vous dire ah bah, le numérique, ça m'intéresse. Donc, je vais prendre grand principe du droit européen du numérique, puisqu'on sait qu'en la matière, l'Union européenne a tendance à donner le là au plan international. On voit bien que c'est intéressant, y compris pour un internationaliste, d'examiner ce que fait l'Union européenne dans le domaine du numérique, parce qu'elle est quand même, du point de vue de l'encadrement juridique, elle est leader. Pratique nationale du droit international et européen, là aussi, c'est à cheval entre 2 disciplines. Mais si vous êtes plutôt privatiste, plus intéressé par les aspects économiques, vous avez droit international économique, ou droit privé européen, ou droit des assurances également, en particulier dans l'optique du Master 2, droit de la mer. Vous voyez donc cette possibilité de spécialiser, et vous avez également cette possibilité de vous spécialiser encore, je dirais, davantage dans le cadre du semestre 2, puisque là, l'unité 2 vous offre la possibilité d'adjoindre 4 cours au choix parmi 8. Et donc là, vous avez un choix tout à fait significatif. Voilà pour cette dimension à la fois spécialisation et personnalisation de votre parcours de formation, évidemment dans l'optique de votre projet professionnel, de votre projet d'insertion professionnelle, mais aussi à plus court terme, sans doute,
dans l'optique du Master 2 que vous souhaiteriez rejoindre. J'en viens rapidement, parce que je suis bavard, au deuxième objectif, offrir donc une formation, je l'ai dit, académique en lien avec les réalités du monde professionnel. La dimension académique, elle est présente par le fait que interviennent dans le master DID des professeurs des universités et des maîtres de conférences spécialisés et reconnus dans les domaines qui sont enseignés. Et à cet égard, vous constaterez que interviennent dans le master DID à la fois des publicistes et des privatistes. Il y a même quelques ouvertures en sciences politiques, en particulier sur la question importante au plan européen du lobbying, pour prendre en considération cette dimension et l'aborder au travers d'autres instruments que le droit. Donc ça, c'est un premier aspect, une dimension académique assumée. Mais en même temps, comme je l'ai indiqué, nous avons cette évidemment volonté de garantir la dimension professionnalisante de la formation, et ça nous a conduit à opérer une démarche résolue en la matière, puisque nous avons par exemple procédé au recrutement d'un professeur associé, Madame Aurélia Schaff, qui intervient dès le Master 1 et qui est donc qui a des liens avec l'université stable dans le cadre de ses fonctions de professeur associé, mais qui parallèlement, comme c'est le cas du statut des professeurs associés, exerce une activité professionnelle puisqu'elle est vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris après avoir été conseillère diplomatique du garde des Sceaux, et donc elle a une riche expérience à la fois des questions internationales, des questions européennes, sous l'angle plutôt ce qu'on pourrait appeler le droit privé, et Madame Schaff intervient notamment en Master 1. Ça illustre le fait que dès même le Master 1, cette dimension professionnalisante est forte. Les collègues responsables de parcours de Master 2 souligneront quant à eux l'importance également des professionnels en Master 2, puisqu'évidemment, de ce point de vue, les choses vont crescendo et les professionnels sont encore plus présents dans le cadre du Master 2. Je voudrais également souligner l'importance que nous accordons à la pratique des langues étrangères. Dès le Master 1, des enseignements sont dispensés en langue anglaise. Et par ailleurs, évidemment, il y a des enseignements, je dirais, dédiés de langue vivante, langue vivante 1, anglais, et langue vivante 2, allemand ou espagnol, et qui portent d'ailleurs sur des problématiques de droit international et de droit européen. Une des particularités de l'enseignement des langues, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine manière disciplinaire, il n'est pas déconnecté de l'objet de la formation. Je pense que, enfin, nous pensons, les collègues et moi-même, que c'est tout à fait indispensable pour celles et ceux qui souhaitent embrasser une carrière internationale et européenne que d'entretenir leur maîtrise des langues, et la formation de ce point de vue en offre la possibilité dès le Master 1. Cela étant dit, que cette perspective ne vous effraie pas, dans la mesure où, naturellement, il s'agit pour la formation précisément de vous accompagner. S'il y a des enseignements de ce type, c'est précisément pour vous permettre de développer vos compétences en la matière. Et donc, s'il peut y avoir quelques préventions pour certains étudiants à s'engager dans le master parce qu'ils estiment qu'ils peuvent rencontrer quelques difficultés en langue, naturellement, il faut être conscient que la formation est précisément là pour leur permettre de progresser en la matière. C'est la raison pour laquelle les cours en anglais sont certes présents dans la formation, mais sur des thématiques qui ont déjà été enseignées par ailleurs, où nous y avons veillé. Donc le fond est en principe maîtrisé. Il s'agit ensuite de s'acclimater finalement à la présentation de ces problématiques
et à l'expression de ces problématiques dans une langue étrangère. Et cela est progressif tout au long du Master 2. Et donc, nous avons une vision tout à fait dynamique de la chose. Voilà pour ces présentations d'ordre extrêmement général. J'ai été plus long que je ne le pensais. Cela étant dit, je cède immédiatement la parole au responsable de Master 2. Je vous propose de débuter avec le Master 2 droit de l'Union européenne. Et donc, je cède la parole à Madame Bernard, non sans souligner que Madame Bernard a décroché une chère Jean Monnet, et donc elle ne le dira pas, mais je le dirai pour elle, que c'est une reconnaissance convoitée de la part de la Commission européenne, et donc je lui cède immédiatement la parole en m'excusant d'avoir été extrêmement bavard et plus long que prévu. Merci, cher Aymeric. Je pense que vous m'entendez, mais que vous ne pouvez pas me voir parce que, Aymeric, je pense que c'est toi qui dois activer ma caméra. Ah, très bien. Alors, je ne vois pas le... Alors, oui. Comment se fait-il que ça ne veut pas? Je suis vraiment désolé, je vois le... Mais je n'arrive pas... Alors, aucun problème, mais moi, de mon côté, je pense que je ne peux rien faire. Oui, je suis sincèrement désolé. Est-ce que Madame Sander, est-ce que vous arrivez à avoir la main sur la caméra de Madame Bernard? Voilà, alors, je regarde, je cherche. J'essaie de l'activer. Est-ce que tu essaies, Elsa, d'activer ta caméra? Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, parfait. Voilà. Tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup. Très bien. Alors, c'est bon pour moi. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à ceux que j'ai déjà eus en cours ce matin, les vaillants qui se sont levés pour le cours d'ordre juridique de l'Union européenne. Alors, comme le professeur Poteau vous l'a indiqué, je vais vous présenter le Master 2 droit de l'Union européenne, qui est un parcours nouveau puisqu'il n'a été ouvert sous sa forme actuelle que cette année. Auparavant, le Master 2 droit de l'Union européenne relevait du Master droit public. Aujourd'hui, dans le cadre du Master DID, il ne relève plus uniquement du droit public, donc, mais il s'inscrit au contraire au carrefour du droit public et du droit privé. Alors, j'aurais voulu vous montrer la liste des enseignants et des enseignements. Si je peux partager mon écran, mais apparemment, ça n'est pas le cas. Je pense, là encore, que, Aymeric, ça dépend de toi. Écoute, je vais peut-être poursuivre et puis si tu arrives à me permettre de partager mon écran à un moment, je montrerai la liste des enseignements et des enseignants que vous retrouvez également sur le site de la chaire Jean Monnet. C'est fait, tu peux le partager. D'accord, parfait. Voilà, donc vous avez là le site de la chaire Jean Monnet dont a parlé Aymeric tout à l'heure, le professeur Poteau, et vous avez également la liste des enseignements et des enseignants, et donc vous voyez les blocs de matières qui sont enseignés dans le cadre de ce Master 2 droit de l'Union européenne, sur l'ordre juridique de l'Union européenne, en droit européen des affaires et sur les politiques et actions européennes
également. Et puis, vous avez également la liste des intervenants de cette année. Vous voyez qu'il s'agit à la fois de professeurs, de maîtres de conférences en droit public et également en droit privé. Ce que vous constaterez également, c'est que nous avons des cours en anglais et en français. Cette année, 5 séminaires sur 13 étaient assurés en anglais. Ce qui ne veut pas dire, comme l'a indiqué le professeur Poteau, qu'il soit nécessaire d'être bilingue pour intégrer la formation, loin de là, mais simplement que dans le cadre de cette formation, nous souhaitons préparer au mieux les étudiants au marché du travail européen, et c'est un marché qui implique bien évidemment une bonne maîtrise de l'anglais, et cette maîtrise sera acquise donc progressivement pour certains en suivant ces séminaires. Vous pourrez également constater que ces séminaires sont assurés à la fois par des universitaires et par des professionnels. Alors, il s'agit là d'une spécificité du Master 2 droit de l'Union européenne de Lille par rapport à d'autres Master 2 droit de l'Union européenne qui existent en France. L'idée étant de vraiment profiter de la proximité géographique de Bruxelles et d'un réseau au sein des institutions européennes pour favoriser les rencontres, les échanges entre les étudiants et les professionnels, et ce de 2 manières. Alors, la première manière, c'est bien sûr de faire venir les professionnels à Lille, soit pour des conférences, soit pour dispenser des séminaires, ce qui nous permet d'avoir des acteurs, des experts, les meilleurs spécialistes de certaines questions pour dispenser des cours dans certains domaines. Alors, je vous mets par exemple à l'écran le cours de droit européen de la sécurité et de la défense. Alors, j'apparais dans ce cours, mais simplement parce que je fais une introduction à ce cours, mais ensuite c'est un cours qui est assuré par 2 fonctionnaires européens qui sont membres pour l'un de l'Agence européenne de la défense et l'autre de la Commission européenne qui travaille au sein de la DG Défi sur les questions de défense et d'espace. Donc là, vous avez vraiment voilà, les meilleurs experts sur ces questions-là pour bien sûr partager avec vous leur expérience pratique de ce domaine sensible et complexe. Bien évidemment. Et puis, la deuxième manière de permettre ces rencontres entre les étudiants de la promotion du Master 2 droit de l'Union européenne et les professionnels, eh bien, c'est d'amener les étudiants dans les institutions européennes. Donc, il y a chaque année un voyage qui est prévu à Bruxelles et à Luxembourg pour aller également assister à une plaidoirie à la Cour de justice de l'Union européenne. Et grâce à la chaire Jean Monnet, eh bien, ce voyage pour encore 2 années est financé par la chaire. Donc, c'est tout de même une grande chance. Ces échanges entre les étudiants et les professionnels vont encore être accrus à la rentrée 2021, puisque le Master 2 droit de l'Union européenne vient d'être sélectionné pour intégrer un nouveau programme gradué de l'Université de Lille. C'est le 4e programme gradué qui est mis en place au sein de l'Université de Lille, et cela a pour conséquence que tous les étudiants du Master 2 droit de l'Union européenne sont étudiants de fait de ce programme gradué et auront donc un supplément à leur diplôme, une aide à la mobilité, une aide à l'insertion dans le monde professionnel et un accès privilégié à des activités pluridisciplinaires partagées avec les autres étudiants des autres masters, des autres composantes de l'Université de Lille qui font également partie de ce programme gradué, puisqu'il y a, je crois, 2 masters 2 de la faculté de droit qui en font partie, mais que les autres masters 2 sont des formations des autres composantes de l'université. L'autre particularité de cette formation, elle est liée à son calendrier. Tous les enseignements sont terminés fin janvier. L'exposé de discussion, ce qu'on appelle aussi le grand oral, a lieu en février. Et le temps qui reste doit ensuite être réservé au projet de l'étudiant.
Ce projet de l'étudiant, vous l'avez à l'écran. C'est un système d'options, hein. Vous avez le choix entre plusieurs projets. Vous pouvez également en mener plusieurs à la fois. Qu'il s'agisse de la préparation au concours de la fonction publique européenne, qui est assurée par un fonctionnaire européen, de la participation au concours de plaidoirie, notamment au concours Cassin à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un concours qui se déroule normalement à Strasbourg, donc cette année, évidemment, c'est un peu particulier, mais c'est un concours très prestigieux. Dans le cadre duquel l'équipe du master DID ou du master 2 droit de l'Union européenne connaît de belles réussites. Hein. Cette année, les étudiantes, alors c'est une équipe féminine cette année, c'était également le cas l'année dernière, mais les étudiantes sont en train de préparer la phase orale qui se déroulera la semaine prochaine. Elles ont réussi la phase écrite. Donc, l'année dernière, il n'y a eu qu'une phase écrite puisque la crise sanitaire a empêché la tenue de la phase orale. Mais l'équipe du Master DID est arrivée 4e sur 32 équipes nationales et internationales. Donc, voilà, nous connaissons de beaux succès et nous en sommes très fiers, bien évidemment. Il y a également la possibilité de participer à un collectif qui est le collectif Les Surligneurs. Alors, j'espère que mon partage d'écran va fonctionner. Est-ce que vous voyez bien la page des Surligneurs à l'écran ? Je vais considérer que oui. Alors, ce collectif, c'est un collectif de... On ne voit pas, Elsa. Vous ne voyez pas. Alors, il me faut... attendez, je pense arrêter le partage et peut-être le reprendre. Merci, Violaine. Est-ce que c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Ah, parfait, merci beaucoup. Donc, c'est un collectif auquel est associé le Master 2 droit de l'Union européenne. Ça a été une très belle expérience cette année, qui est un collectif de legal checking, c'est-à-dire que les membres de ce collectif surlignent les propos de politiciens sur des questions de droit lorsqu'elles ne sont pas appropriées, lorsqu'elles sont approximatives, lorsqu'elles sont fausses. Et je vous ai mis à l'écran donc un commentaire qui a été rédigé par une étudiante qui fait partie du Master 2 droit de l'Union européenne cette année. Donc, pour les étudiants que ça intéresse, c'est évidemment une très belle opportunité de publier déjà des articles à ce sujet. Et puis ensuite, il y a évidemment deux options sur le temps qui reste dans le cadre de ce Master 2 droit de l'Union européenne, soit l'option recherche pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient entreprendre une thèse de doctorat et postuler à un contrat doctoral, soit le stage, bien évidemment. Je vais dire quelques mots des stages qui sont à l'image des débouchés de ce Master 2, à savoir extrêmement divers, extrêmement variés. Alors, cette année, malgré la crise sanitaire, les étudiants ont réussi à décrocher de beaux stages. Je voulais vous donner quelques exemples. On a une étudiante qui est en stage depuis le début du mois de février, un stage de 6 mois, rémunéré bien sûr, au secrétariat général aux affaires européennes, au SGAE, donc au sein d'un ministère français, et qui, dans le cadre de ce stage, prépare la prochaine présidence française de l'Union européenne en 2022. Donc, en termes de fonds, vous imaginez, je pense, l'intérêt de ce type de mission. Nous avons plusieurs étudiants en stage de 6 mois également dans des cabinets d'avocats, alors à Paris, dans des domaines très variés. On a une étudiante qui est en droit de la concurrence, dans un cabinet d'avocats également prestigieux. On a une étudiante qui est dans un cabinet qui se consacre au droit pénal européen, voilà, pour vous montrer un peu la variété des sujets également qui peuvent être abordés. Il y a également une étudiante qui commence la semaine prochaine un stage de 6 mois au cabinet du préfet du Nord, délégué à la défense et à la sécurité. Également une étudiante qui a commencé un stage depuis quelques semaines déjà dans une organisation de producteurs de pêche pour travailler sur le développement des aires maritimes protégées, de l'éolien marin et les conséquences du Brexit sur la pêche. Et puis, on a également des étudiants qui sont actuellement en attente de réponse pour des stages au sein des institutions de l'Union européenne. Les candidatures se terminaient la semaine dernière pour la Cour de justice et pour le secrétariat général du Conseil européen.
Voilà, donc des stages variés, je vous le disais, à l'instar des débouchés de ce Master 2 droit de l'Union européenne qui amène à travailler dans la fonction publique européenne, mais également dans la fonction publique nationale, soit au niveau étatique, soit au niveau des collectivités territoriales. Le barreau est également envisageable et envisagé. On a plusieurs étudiants inscrits cette année. La magistrature, juristes d'entreprise, les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans divers domaines, le domaine de l'environnement, en matière de sécurité, de défense, en droit des affaires, en matière de justice. Voilà, je vous laisserai peut-être consulter sur ce point la maquette de la formation parce que je ne veux pas abuser du temps qui m'est donné et en tout état de cause, je me tiens bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les éventuelles questions que vous auriez au sujet de cette formation que je vous ai présentée brièvement. Je vais tout de suite laisser la parole à mes collègues Pascal Girard et Patrick Meunier, puisque je pense qu'ils vont maintenant vous présenter le Master 2 droit de la mer et risques maritimes. Je vous remercie. Alors, je pense que c'est Aymeric Poteau ou Yolande Sander qui reprend la main. Ouais, vous ne pouvez pas arrêter votre partage d'écran? D'accord, voilà. Ouais, merci. Pardon. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Pascal, on t'entend. Comment est-ce que Patrick co-dirige cette formation? Est-ce que Patrick peut mettre sa vidéo également pour qu'on puisse intervenir tous les deux? Voilà, oui. Voilà, l'équipe est rétablie. Bon, je vais commencer si tu veux, Patrick, et puis tu m'interromps quand tu veux, pour la présentation de cette formation, effectivement, que nous dirigeons, que nous co-dirigeons. D'abord, première remarque, je pense que le professeur Aymeric Poteau a eu tout à fait raison d'insister sur la philosophie de la formation et l'alliance qu'il y a entre les préoccupations de droit public et de droit privé. Je dois dire que le master droit de la mer s'inscrit parfaitement dans cette préoccupation, non pas de façon nouvelle, mais de façon ancienne, parce que quand il a été créé, ça fait environ 25 ans par le professeur Langavant, eh bien, ce qui a été un des objectifs de la création de ce diplôme, c'est effectivement faire quelque chose à la fois porté sur le droit public et le droit privé. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes administrateur maritime et que vous ayez un problème à régler sur le littoral ou dans un port, on ne vous demande pas si vous êtes spécialiste de droit public ou si vous êtes spécialiste de droit privé, on vous demande de régler le problème. Et donc, c'est quelque chose qui a animé le master de droit de la mer et du risque maritime depuis 25 ans, hors certains aménagements ponctuels. Alors, c'est un petit peu délicat de vous démontrer dès maintenant l'intérêt du droit de la mer et des activités maritimes en M1 et en M2. Pourquoi? Parce que, en général, au niveau de la L3, vous n'avez pas eu de contact directement avec le droit de la mer ou avec le droit des activités maritimes, ou alors de façon extrêmement marginale. Donc ça, c'est évidemment la première difficulté. Autre difficulté, c'est d'évoquer les problèmes de débouchés qui vous intéressent à juste titre. Alors bon, le débouché le plus direct à l'heure actuelle est relativement conséquent, indiscutablement, c'est le problème des assurances maritimes. Alors il faut savoir que
on sait le secteur privilégié de débouché, ce n'est pas le seul secteur. Hein. Vous pouvez aller travailler dans le secteur des hydrocarbures, de l'exploitation pétrolière, dans les secteurs d'environnement, du littoral, de protection du littoral. Ça, ce sont les couloirs un petit peu directs qui sont donnés par la formation. Mais après, comme l'exprimait avec justesse le professeur Émeric Poteau, il y a des débouchés tout à fait indirects. Je vais vous donner un exemple précis. C'est un étudiant, ça fait 2 ans. Il y a un stage à Auchan, Villeneuve-d'Ascq. Vous allez me dire quel est le rapport qui s'établit entre Auchan, Villeneuve-d'Ascq et le droit de la mer. C'est très simple. Il a été faire son stage dans une direction import-export. Eh bien, comment vous me croirez si vous voudrez, mais c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand il a présenté son mémoire en septembre, il avait, c'est rare, mais il avait un CDI. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à Auchan, il y a des approvisionnements qui se font également par le monde maritime, bien évidemment, et on a besoin de juristes qui soient compétents en la matière. Alors, ceci étant, pour le problème des enseignements, bon, effectivement, comme vous l'a présenté Émeric Poteau, le Master 1, si vous choisissez la majeure droit de la mer et des activités maritimes, on vous initie à certains problèmes qui relèvent du droit privé, avec un cours de droit maritime et des transports, et puis un cours qui vous initie avec certains problèmes de droit public, c'est-à-dire un cours de droit international de la mer et des activités maritimes. Alors, c'est un galop d'essai, en quelque sorte. Le tout sera vraiment approfondi au niveau du Master 2, qui se déroule, je vais vous donner globalement la façon dont se déroulent les 2 semestres. Encore une fois, Patrick, hein, tu m'interromps quand tu le souhaites. Donc, 2 semestres. Au semestre 1 qui s'établit de septembre, mi-septembre à fin décembre, vous avez 3 cours. Un cours de droit international de la mer, 40 heures, qui s'intéresse plus spécialement aux espaces maritimes, approche de droit international public de la mer, qui est assuré par Patrick Monnier et moi. Un cours de sécurité maritime, 40 heures, qui est assuré par un grand professionnel à l'heure actuelle à la retraite, Philippe Boisson, qui vient du bureau Veritas et renommée internationale, qui est accompagné par Olivier Lasmol, également praticien, et puis un cours de droit maritime de 40 heures qui est partagé entre une universitaire, Bénédicte Dupont, que certains Lillois connaissent, et Maître Michalak, qui est avocat à Paris, spécialisé en droit maritime. Donc ça, c'est septembre et décembre. Et là, nous avons un calendrier tout à fait différent de ce qui a été évoqué par le professeur Elsa Bernard précédemment. Le semestre 2 s'établit de janvier à avril, avec les cours suivants, un cours d'assurance maritime de 40 heures qui est assuré principalement par Maître Van Kovenberg et qui se trouve complété par certaines interventions d'un expert maritime. Alors qu'est-ce que c'est globalement un expert maritime? Admettez que pour échapper au confinement, ce week-end, vous alliez faire un tour en bateau à Boulogne. Malheureusement, votre bateau chavire, eh bien adressez-vous à M. Xavier Carpentier, il pourra mesurer la hauteur de la vague qui a mis votre bateau en difficulté. Un cours de droit portuaire qui est assuré par le directeur juridique du port de Dunkerque, M. Sauvage, un cours de logistique et transport assuré par Mme Dupont, universitaire, extrêmement intéressant du point de vue du professionnel, là aussi des débouchés, parce que ce qui frappe quand vous avez une visite à faire dans un port, et on en fait chaque année, les problèmes de Covid, on fait une visite chaque année au port d'Anvers, ce qui est vraiment flagrant, c'est la continuité des problèmes logistiques qui se posent, ne serait-ce que pour des problèmes financiers. Quand un bateau attend une cargaison, de blé par exemple, il est évident que le blé doit rester le minimum de temps dans des hangars pour pouvoir ensuite être
être exportés pour des raisons évidemment qui tiennent à des coûts. Un cours de droit maritime anglais qui est fait par un professionnel, Maître Inzel, avocat à Anvers, qui se déroule bien entendu en anglais, et un cours de pollution et océanologie qui est assuré par Olivier Lasmol, qui est fondamentalement un enseignant de l'école de commerce. Alors, du point de vue du déroulement du calendrier, ça se termine en avril, le 30 avril. Tous les cours sont terminés et avec les épreuves qui sont en relation avec ces cours. Mais c'est en quelque sorte un apéritif, dans la mesure où vous avez une épreuve à préparer tout au long de l'année. Et là, nous avons une philosophie, une approche peut-être quelque peu différente de celle qui existe en matière de justice pénale internationale et en ce qui concerne le droit de l'Union européenne. En ce qui nous concerne, on est extrêmement attaché à une épreuve unique, c'est le mémoire de recherche, qui est établi sur des canons universitaires et qui s'établit sur un an de préparation. C'est-à-dire qu'on vous donne certains conseils pour choisir un sujet dès septembre. Dès les premiers cours, on fait de la méthodologie du mémoire de recherche et vous présenterez ce mémoire environ centaine de pages dactylographiées au point de vue du corps de texte, hors annexe bibliographie, en septembre de l'année d'après. Alors pourquoi cette importance fondamentale qui est délivrée aux mémoires de recherche? Alors, je voudrais, tout du moins dans la matière qui est la nôtre, essayer de dissiper un certain nombre de malentendus. Parce qu'on a l'habitude d'opposer, d'une part, habituellement, les mémoires de stage et les mémoires de recherche, et de faire croire que les professionnels ne sont pas attachés à un mémoire de recherche universitaire. Dans le domaine qui est le nôtre, je peux vous dire, et dans notre équipe pédagogique, c'est absolument faux. Les professionnels sont extrêmement attachés à la confection, à la réalisation de ce mémoire de recherche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils veulent des personnes qui soient formées de ce point de vue-là, à la rigueur universitaire, et ils ont constaté une chose très nette. Si vous avez un étudiant qui est capable de faire en un an un mémoire de recherche précis, écrit en français, avec des techniques de notes de bas de page, de la documentation, etc., qui a souffert un an sur cette réalisation, eh bien, quand il emploiera cet étudiant et qu'il lui demandera un petit résumé de 3 pages pour faire telle intervention dans tel secteur, il sait que l'étudiant pourra faire ce travail très facilement. Et au-delà des différentes formations, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait évident, c'est que quel que soit le secteur dans lequel vous travaillerez, la personne sous la direction de laquelle vous êtes, elle n'a pas le temps. Et il faut avoir un profil intellectuel qui vous permette de réaliser concrètement des travaux de bonne facture qui feront gagner du temps à votre responsable. Donc nous sommes extrêmement attachés à la réalisation de ce mémoire de recherche qui par ailleurs est un instrument de valorisation par la suite. Alors, je vous le dis très franchement, si vous vous inscrivez en Master 2 droit de la mer et que vous avez pour ambition d'avoir un aura des pâquerettes, il ne vous servira à rien. Vous ne pouvez pas arriver à ce diplôme un recruteur en matière d'assurance maritime en disant j'ai mon Master 2 droit de la mer, embauchez-moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si par contre, vous avez fait un excellent mémoire de recherche que vous puissiez valoriser en disant moi voilà ce que j'ai écrit. Si vous êtes fait apprécier au cours d'un stage, eh bien, à ce moment-là, le processus très habituel,
c'est le suivant. On prolonge le stage par un contrat à durée déterminée, et ensuite vous avez un contrat à durée indéterminée. Et ce que je peux vous dire, et ce qui peut être confirmé très facilement, ne serait-ce par mon ami Patrick Meunier, c'est que nous avons des personnes qui sont issues du master droit de la mer depuis une vingtaine d'années, qui travaillent dans le monde entier. Mais encore faut-il avoir un bon niveau. Alors, ça m'amène à évoquer le problème du stage, parce que la durée du stage, elle est fixée simplement de façon minimale. 6 semaines, c'est pas beaucoup. Vous pouvez faire un stage de 3-4 mois jusqu'au 30 septembre si vous le souhaitez. Pourquoi une durée minimale de 6 semaines qui peut vous paraître réduite? Bien, tout simplement parce qu'on souhaite laisser du temps pour ceux qui le souhaitent à réaliser leur mémoire de recherche. Ceci étant, ce n'est pas une obligation. L'obligation, elle est simplement minimale, 6 semaines. Vous pouvez faire un stage de 5 mois si vous le voulez. Ça dépend des relations que vous avez entre le profil du stage et le style de mémoire de recherche que vous allez faire. Mais on attire l'attention sur le fait que le mémoire de recherche est très prenant et c'est pas obligatoirement, tout du moins dans notre prisme d'analyse, utile de faire dans un premier temps un mémoire de 5-6 mois. Telle est l'approche qui est la nôtre. Je terminerai là aussi en relation avec le recrutement, tout à fait d'accord avec ce qui a été exprimé par le professeur Poteau en ce qui concerne la maîtrise des langues étrangères. Je voudrais faire simplement une petite remarque complémentaire. Maîtrise des langues étrangères, oui, tout à fait d'accord. Il n'est pas non plus inutile de bien maîtriser le français. Et là, je voudrais donner simplement quelque chose qui est issu de l'observation tout à fait personnelle et qui concerne les recrutements en matière d'assurance maritime. À l'heure actuelle, et on ne le constatait pas, ça fait quelques années, vous avez des annonces de propositions de recrutement qui sont libellées de la façon suivante. Très bonne maîtrise de la langue française exigée. C'est très important. Et ça nous conforte dans l'idée que la technique du mémoire de recherche est parfaitement adaptée pour faciliter vos débouchés futurs. Voilà ce que j'avais à vous dire globalement, mais j'ai peut-être été trop bavard et je m'aperçois que Patrick Meunier n'a même pas eu la possibilité concrètement de m'interrompre. Alors peut-être que tu as quelque chose. Non, mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'effectivement, donc tu pilotes l'information depuis très très longtemps et donc tu es vraiment un expert en la matière. Pour ma part, ce serait très très bref pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. C'est surtout le fait que donc le droit de la mer, l'environnement marin, les activités maritimes, une composante majeure des activités économiques mondiales. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'en termes de support d'emploi, c'est quelque chose d'essentiel, d'autant plus que les thématiques sont très diversifiées. Par exemple, les problématiques environnementales, les problématiques liées aux assurances, comme tu l'as indiqué. Et donc, ce qui est le plus marquant, je pense, dans cette formation de master, c'est sa capacité, effectivement, à pouvoir permettre aux étudiants d'obtenir un emploi, des emplois de qualité, aussi bien d'envergure nationale que d'envergure internationale et européenne. Et donc, de ce point de vue, c'est vraiment, je dirais, un peu une pépite qu'il appartient, je pense, aux étudiants de saisir l'opportunité, d'autant plus que par ailleurs, pour ceux qui seraient attirés par la dimension scientifique, le droit des activités maritimes est tellement vaste que finalement, il y a du grain à moudre et les problématiques scientifiques qui pourraient être développées sont là encore extrêmement nombreuses. Donc, il y a aussi bien une vocation professionnelle qu'une vocation scientifique dans ce master, qui est loin d'être négligeable, et je pense que ça ne pourra que prendre de l'ampleur dans les années qui viennent au regard des problématiques d'évolution aussi bien de l'environnement que de l'économie, puisque nous allons sans doute voir le monde d'après autrement que celui d'avant Covid. Voilà. Donc,
Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation à tous. Merci, chers collègues. Je propose à Madame Ubeda Sayar, qui s'impatiente, je n'en doute pas, de présenter le Master 2 Justice pénale internationale. Merci encore pour ces interventions extrêmement complètes. Et voilà, Muriel, je te cède la parole. Oui, merci Aymeric. En revanche, toujours le même problème de… Ah, ça y est, vidéo, c'est bon. Alors Aymeric, je vais aussi te donner un document à partager. Comment ça fonctionne alors? Explique-moi ça. Normalement, tu peux le faire directement. Ça marche. Alors, plaquette M2, hop, partager. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le Master 2 de droit international pénal, justice pénale internationale. C'est un master que j'ai créé il y a 6 ans quand je suis arrivée à Lille. Et c'est un master qui a pour but, évidemment, de spécialiser les étudiants dans le domaine de la lutte contre l'impunité des crimes de masse, c'est-à-dire la poursuite des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et depuis peu, guerre d'agression. Alors d'abord, donc je suis en train là, de vous partager donc, sur l'écran l'équipe pédagogique de cette année pour mettre en évidence le mélange dans les enseignants entre les professionnels, les praticiens du droit international pénal et les enseignants-chercheurs. Donc, parmi les professionnels, cette année, nous avions Madame Aurélie Lemaître, qui travaille au pôle des crimes contre l'humanité, qui est rattachée au parquet national antiterroriste de Paris. Nous avions Gilbert Bitti, qui est Legal Senior Advisor à la Cour pénale internationale à La Haye et qui était en charge du cours de contentieux de la Cour pénale internationale. Alors Gilbert vient d'être nommé juge aux chambres spéciales des tribunaux kosovars. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, il sera en charge encore de ce cours, mais sinon, il sera remplacé par un collègue de la Cour pénale internationale. Nous avons depuis 6 ans Maître Cura, qui est avocat au barreau de Genève et qui enseigne le régime et la pratique des droits de la défense devant les juridictions pénales internationales, qui a été l'un des instigateurs de la création du barreau pénal international. Nous avons ensuite dans les praticiens Dov Jacobs, qui est avocat au barreau de la Cour pénale internationale et chargé d'enseignement à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Et nous avons enfin comme praticien Eric Steinmiller, qui était directeur du bureau du droit des conflits armés au ministère de la Défense, qui est surtout un colonel de l'armée de la marine, commissaire en chef exactement, et qui enseigne le droit humanitaire. Et nous avons enfin Caroline Tout-le-Monde, qui, elle, a un séminaire assez particulier, puisque tous mes collègues ont insisté auparavant sur l'insertion professionnelle, et c'est évidemment très important. Et Caroline Tout-le-Monde prodigue un séminaire sur les techniques de communication, d'entretien professionnel, de présentation des curriculums vitae et une communication verbale et non verbale, c'est-à-dire la manière évidemment de prendre la parole en public, de se présenter, de se situer dans l'espace, etc. Donc c'est assez intéressant et c'est sans doute ce qui manque souvent à l'université par rapport aux formations des grandes écoles qui, elles, en général, évidemment, donnent accès à ce genre de techniques de professionnalisation à leurs étudiants. Alors ensuite, dans les enseignants-chercheurs, nous avons des enseignants-chercheurs qui viennent de toute l'Europe. Nous avons d'abord comme enseignant-chercheur étranger Monsieur John Jackson, qui est professeur à l'université de Nottingham au Royaume-Uni et qui est spécialisé en droit pénal comparé, Criminal Comparative Law, qui donne donc son cours en anglais.
Dov Jacobs aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, donne son cours de droit pénal appliqué en anglais. Nous avons ensuite comme professeur étranger Christophe Depré, qui est professeur à l'université de Liège, en Belgique, et qui lui est spécialisé en droit international pénal matériel, donc qui enseigne les crimes de droit international. Et ensuite, nous avons des professeurs français. Donc, nous avons ma collègue et amie Charlotte Bossillon, qui est en charge du cours de droit des crises et qui enseigne aussi dans le Master 2 de droit de l'Union européenne qui a été présenté par Elsa. Nous avons mon collègue et ami Julien Fernandez, qui dirige un Master 2 justice pénale internationale à l'université Panthéon-Assas Paris 2 et qui est en charge du cours de relations internationales et justice pénale internationale. Nous avons Corinne Robassevski qui est arrivée à Lille l'an dernier et qui est une professeure de droit pénal et qui partage en réalité le cours de droit pénal comparé avec John Jackson et qui, elle, fait le volet en français. Et puis, nous avons évidemment mes enseignements. Donc, moi, j'ai 2 cours dans ce master, un cours de cadrage au premier semestre et un cours de procédure pénale internationale au second semestre. Alors, voilà, ceci étant fait, donc j'arrête le partage d'écran, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté les enseignements, si vous voulez plus de détails, bien évidemment, vous trouverez la plaquette en ligne. Vous trouverez aussi des informations sur le réseau professionnel LinkedIn, puisque j'ai des étudiants extrêmement actifs qui, depuis des années, ont créé un site, un groupe du Master 2 Justice pénale internationale sur ce réseau professionnel. Ils diffusent régulièrement des informations de l'actualité du droit international pénal et des informations aussi qui concernent le master. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder ce qui se publie sur ce site. Alors, comment se passe globalement le calendrier de ce master? Nous arrêtons en général les enseignements à la fin du mois de mars, de manière à permettre aux étudiants de partir en stage ou de faire des mémoires de recherche, puisqu'évidemment, nous avons les 2 options. Nous leur permettons pendant l'année de participer aux activités de la clinique juridique de Lille, qui a créé l'an dernier un pôle de droit international. Et dans ce pôle de droit international, plusieurs associations se sont mises en place. Donc, nous avons une association avec le blog de droit international pénal de l'Académie de Nuremberg à La Haye, de l'Académie de Nuremberg en Allemagne. Ce blog permet aux étudiants qui le souhaitent de proposer des billets d'humeur, des analyses d'actualité en droit international pénal. Et il est donc évidemment diffusé mondialement, puisque l'Académie de Nuremberg est une institution majeure, et c'est la première d'ailleurs des institutions dans la formation en droit international pénal. Nous permettons aussi aux étudiants de travailler sur ce qu'on appelle des contentieux stratégiques en droit international public et droit international pénal dans le cadre de cette clinique juridique, c'est-à-dire que des ONG, voire même des cabinets d'avocats, proposent aux étudiants de les aider à monter un dossier contentieux qui sera présenté par la suite devant différentes juridictions, que ce soit des juridictions internationales ou des juridictions françaises, et notamment le pôle des crimes contre l'humanité dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes en train de créer, avec mon collègue Julien Fernandez, un concours aussi de droit international pénal qui aura lieu dès la rentrée prochaine à l'Académie de droit international à La Haye, en partenariat avec la Cour pénale internationale. Et donc, bien évidemment, ce concours sera ouvert de manière privilégiée aux étudiants de nos Master 2, de manière à pouvoir rencontrer des étudiants de droit international pénal du monde entier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les activités un petit peu parascolaires par rapport au master? Oui, alors, nous, quand nous le pouvons, cette année, nous avons dû annuler du fait évidemment de la pandémie, mais chaque année,
nous organisons un voyage à La Haye, qui est un voyage groupé avec le Master 2 Justice pénale internationale d'Assas. Et nous allons passer 3 jours à La Haye. Nous assistons à des audiences de la Cour pénale internationale. Il y a en général une demi-journée qui nous est accordée par les praticiens de la Cour, qui exposent concrètement ce en quoi consiste leur activité. Donc, nous avons une demi-journée, si vous voulez, de séminaire. Et ensuite, le programme varie selon nos envies, à Julien Fernandez et moi-même. Donc, il y a 2 ans, nous avons été au Mécanisme international, qui est le successeur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Nous avons assisté à des audiences, ainsi qu'à une présentation théorique par certains des fonctionnaires travaillant dans ce mécanisme. Donc, tout ceci se situe à La Haye, bien sûr. Nous avons déjà assisté à des conférences dans le cadre de Europol, puisque le master, je vais parler des débouchés professionnels, hein, le master peut conduire les étudiants à s'engager dans la coopération policière et judiciaire en matière pénale au niveau européen. Nous avons aussi eu la chance, il y a 2 ans, d'assister à une conférence internationale dans le cadre de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, qui se situe elle aussi à La Haye. Et donc, nous avons évidemment pu comprendre les difficultés, notamment des enquêtes sur place, hein, que fait cette organisation, notamment que ce soit en Iran, en Syrie, etc. Alors, au sujet maintenant, finalement, du déroulement du calendrier et de la professionnalisation. Et je vois que j'ai des questions. Comment va se dérouler la sélection? C'est peut-être plutôt Aymeric qui va répondre à ces questions dans le chat. Alors, au sujet du calendrier, donc vous avez 2 choix quand vous faites le Master 2 Justice pénale internationale. Vous pouvez soit opter pour l'option stage, soit opter pour l'option mémoire de recherche. Alors, l'option mémoire de recherche, en général, conduit les étudiants à se diriger vers une carrière plus académique. Donc, ce sont des étudiants qui vont postuler pour l'obtention d'un contrat doctoral, ou ce sont des étudiants parfois, et j'ai quelques cas chaque année, qui en réalité veulent poursuivre leur réflexion théorique sur des thématiques et veulent continuer leur formation en demandant l'intégration dans un nouveau Master 2 à l'issue de ce Master 2 de justice pénale internationale, nouveau Master 2 en France ou à l'étranger. Donc, j'ai des étudiants qui sont partis comme ça à Londres, d'autres qui sont partis à Leiden, aux Pays-Bas, ou une qui était partie en Allemagne l'an dernier. Et j'ai des étudiants aussi qui demandent par la suite un 2e Master 2, par exemple à Paris 1 ou à Paris 2, puisqu'il y a des Master 2 spécialisés notamment en droit des organisations internationales qui complètent bien du coup la formation justice pénale internationale. Je ne vous le cache pas, la plupart des étudiants, je dirais 75%, privilégient l'option stage. Et il est vrai que les stages qu'on leur offre sont, je trouve, passionnants, puisque la moitié des étudiants du Master 2 Justice pénale internationale part en général en stage à la Cour pénale internationale, à La Haye. Ils sont intégrés soit au bureau du procureur, soit dans les sections judiciaires, donc dans les chambres, soit j'ai 2 étudiants l'an dernier qui ont été intégrés pour l'un à l'unité d'aide des victimes et témoins et pour l'autre au fonds d'indemnisation qui sert à verser les réparations à l'issue des contentieux, réparations qui sont versées aux victimes. Donc, la moitié, je dirais, globalement, des étudiants partent à la Cour pénale internationale. L'autre moitié se divise entre plusieurs organismes. Donc, depuis 6 ans, globalement, si je devais établir un panorama, je dirais qu'un grand nombre d'étudiants ont obtenu des stages dans des cabinets d'avocats, en France, à Paris, essentiellement, puisqu'il faut quand même des cabinets spécialisés en droit international pénal, donc des cabinets d'avocats en France, à Paris ou à l'étranger, notamment à Londres. Un certain nombre d'étudiants ont aussi obtenu des stages au pôle des crimes contre l'humanité qui, donc, je le disais,
est situé à Paris et est rattaché au parquet national antiterroriste. D'autres étudiants ont obtenu des stages à Interpol, Europol, et dans ce cas, ils se sont plutôt spécialisés, comme je vous le disais, dans la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui est une discipline qu'on aborde, pas nécessairement directement dans le cadre d'un cours particulier, mais de manière assez diffuse dans tous les cours. Et enfin, j'ai quelques étudiants qui ont pu faire des stages dans des organisations non gouvernementales comme la Fédération internationale des droits de l'homme, comme Amnesty International, Human Rights Watch, et une infime minorité, mais voilà, j'en ai toujours un par an, qui parvient à obtenir un stage dans des directions des affaires juridiques de ministères, essentiellement le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Voilà pour les stages. Globalement, sauf l'an dernier, parce qu'évidemment, la pandémie a un petit peu bouleversé les calendriers, mais globalement, il n'y a pas de souci de la part des étudiants du Master 2 JPI à obtenir des stages. Et il y a, comme je vous le disais en introduction de cette présentation, un réseau d'entraide très précieux, intergénérationnel, qui s'est mis en place dans le cadre donc, du groupe LinkedIn. Il y a aussi un groupe Facebook, évidemment, et les étudiants s'entraident. Et les étudiants qui sont déjà avocats ou qui ont déjà été recrutés à la Cour pénale internationale diffusent très volontairement les annonces de stage. Donc voilà, c'est un réseau qui fonctionne très bien sans moi, je dois le dire, donc j'en suis très heureuse. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, oui, peut-être les débouchés, bien sûr. Les débouchés. Alors, comme je vous le disais, certains des étudiants vont choisir de faire un deuxième Master 2 à l'issue de ce Master. En général, un Master 2 à l'étranger, aux États-Unis, en Amérique latine, en Angleterre, ou parfois à Paris. Mais la plupart vont passer des concours ou vont enchaîner des contrats à durée déterminée ou des stages dans des institutions internationales. Puisque c'est peut-être une des particularités de la fonction publique internationale, c'est assez évidemment difficile d'y accéder, mais en revanche, les organisations internationales sont très preneuses de stagiaires qui, au bout de leur stage, en général, se voient proposer un contrat à durée déterminée. Donc, un certain nombre des étudiants qui sont issus du Master Justice pénale internationale vont pouvoir, comme ça, à l'issue de leur stage à la Cour pénale internationale, rester à la Cour pendant 6 mois, 1 an. Et ensuite, en général, partir dans d'autres juridictions internationalisées, comme on les appelle. Donc, il y a, par exemple, les juridictions internationalisées au Kosovo. J'ai expliqué en début de présentation que Gilbert Bitti, qui enseignait dans le Master 2 Justice pénale internationale, vient d'être nommé juge aux chambres kosovares. Il y a une juridiction au Cambodge. J'ai 2 étudiants qui sont allés travailler dans les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, donc à côté de Phnom Penh. Il y a une juridiction spécialisée au Liban, qui est le tribunal spécial pour le Liban. Donc voilà, il y a un certain nombre de juridictions qui recrutent à durée déterminée, évidemment, des juristes pour aider le bureau du procureur et les juges à monter tout simplement les dossiers et à mener à bien les affaires. J'ai certains étudiants qui ont préféré bifurquer vers des organisations internationales à vocation plus générale. Donc, certains sont allés travailler à Genève, au siège des Nations Unies. J'ai une étudiante qui a obtenu un contrat à l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques. J'ai quelques étudiants qui sont parvenus à obtenir, et ça c'est beaucoup plus rare, donc ça montre qu'ils ont été très appréciés, ils ont réussi à se faire embaucher dans des organisations non gouvernementales. C'est beaucoup plus rare parce qu'évidemment c'est une question de financement des ONG ici qui est en jeu. Et j'ai un grand nombre d'étudiants qui ont passé des concours. Donc évidemment le concours privilégié c'est l'avocature.
Je dirais que sur les 4 premières générations d'étudiants, il y a la moitié d'entre eux qui sont devenus avocats. Certains ont eu la chance de se spécialiser en droit international pénal, puisque les cabinets de droit international pénal sont en train de s'accroître. D'autres ont pris des options plus générales, soit en droit public, soit en droit pénal, puisque c'est la spécificité de ce Master 2, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, que d'être à cheval, évidemment, entre le droit privé et le droit public. Aymeric Poteau soulignait en introduction du Master 1 que c'est une formation mixte qu'on vous propose, et je trouve que le Master 2, Justice pénale internationale, est vraiment emblématique de ce point de vue-là, puisqu'il permet à des privatistes pénalistes et à des publicistes internationalistes de se retrouver. Et globalement, je dirais que statistiquement, c'est moitié-moitié. Dans chaque promotion, la moitié des étudiants viennent de droit pénal et l'autre moitié viennent de droit international. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Master 2 est ouvert aux étudiants qui viennent du Master 1 droit international et droit européen et aux étudiants qui viennent du Master dirigé par Julie Alix, droit pénal. Je réserve aussi, je le précise parce que ça m'est beaucoup demandé, notamment par les étudiants qui sont déjà en Master 1, je précise que je me suis réservé le droit d'accepter des étudiants qui ne viennent pas de Lille, et notamment des étudiants étrangers. Et chaque année, j'ai entre 3 et 5 étudiants qui viennent d'Amérique latine ou de pays africains pour se spécialiser à des fins très précises. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans, j'ai 3 étudiants de République centrafricaine qui sont venus parfaire leur formation, qui étaient déjà avocats en République centrafricaine, et ils sont venus parfaire leur formation pour pouvoir travailler aux chambres spéciales centrafricaines qui ont été créées en 2015 par le gouvernement de Centrafrique. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, est-ce que j'ai des questions qui ont été posées? Des étudiants sont-ils déjà partis en LLM aux États-Unis avec le Master 2 Justice pénale? Louis, je peux vous répondre, oui, j'en ai 2. Alors après, comme vous le savez tous, évidemment, c'est une question de sélection, et ça, je ne sais pas si Aymeric compte en parler, mais en Master 2, nous avons des quotas, évidemment. Le Master 2 est une formation exigeante pour les directeurs, qui, en gros, vous porte quand même toute l'année et vous encadre et vous propose des stages, des activités extérieures au master. Et donc, on ne peut pas accepter un nombre extrêmement important. Donc, pour le Master 2 JPI, la cale est fixée à 25, mais cette année, j'ai dit que j'allais peut-être augmenter légèrement ma cale, mais bon, je ne pourrais pas prendre de toute façon plus de 28 étudiants. Et du coup, pour les masters et les LLM aux États-Unis, c'est la même chose, c'est sur dossier. D'où l'importance évidemment de pratiquer la langue anglaise, et c'est la raison pour laquelle dès le Master 1, comme le disait Aymeric, on vous propose des enseignements en anglais, et dans le Master 2 Justice pénale internationale, vous avez aussi 2 enseignements qui se déroulent en langue anglaise. Donc je reste à votre disposition pour les questions via le chat, et je donne la parole à Aymeric. Merci Muriel, merci à tous les collègues pour la présentation de leur parcours de Master 2. Vous voyez, je ne vous avais pas menti dans la présentation, c'est vraiment une équipe qui est particulièrement investie, qui propose des Master 2 dans le cadre desquels les responsables, vous l'avez constaté, sont extrêmement impliqués, ont une connaissance parfaite des stages, de lieux de stage, de leurs étudiants, proposent toute une série d'activités, participation à des concours de procès simulés, voyages, Anvers, Luxembourg, Strasbourg, La Haye, etc. Donc il y a vraiment une formation qui est très riche. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées finalement sur le chat, et je vais essayer, alors évidemment sous le contrôle des collègues qui peuvent, le cas échéant, évidemment, compléter le propos, essayer d'y répondre de manière relativement organisée. Les premières questions qui ont été posées portaient sur la sélection en Master 1. Je pense que il faut vraiment ne pas s'auto-censurer. C'est le conseil que je peux vous donner. Si vous avez véritablement
le dessein d'embrasser une carrière internationale et européenne, c'est-à-dire évidemment avec une mobilité ou sans mobilité, comme ça a été dit par les collègues, parce qu'on peut aussi travailler naturellement sur les questions internationales et européennes en France, le cas échéant, hein, on peut faire le grand écart, hein, ça passe des collectivités territoriales, des grandes collectivités territoriales qui ont des stratégies désormais internationales et européennes et qui deviennent progressivement des acteurs aussi des relations internationales. Sur ce point de vue, ça peut aussi aller jusqu'à évidemment rejoindre une organisation internationale. Mais vraiment, ne vous auto-censurez pas si vous avez ce projet. Alors évidemment, vous interrogez sur nos critères de sélection. À juste titre, premier élément, une des questions qui a été posée, j'évoque ce qui peut favoriser ou défavoriser une candidature. Est-ce que une mobilité dans le cadre d'Erasmus est de nature à avantager ou à désavantager? Comme vous le savez peut-être, il est des formations, moi je trouve ça tout à fait regrettable, désolé, j'exerce ma liberté de parole en la matière, mais il est des formations où, et ça me paraît tout à fait incongru, l'on considère qu'une mobilité internationale, européenne, constitue un inconvénient du point de vue de la sélection. Ce n'est évidemment pas le cas du Master Guide, et au contraire, pour nous, c'est un bonus à l'évidence. À l'évidence parce que, évidemment, on regarde peut-être un petit peu les choix qui ont été réalisés s'agissant des cours qui ont été suivis dans l'établissement d'accueil à l'étranger, mais indépendamment de cela, nous avons la conviction, les uns et les autres, que opérer la démarche d'une mobilité, se confronter à une culture différente, à une organisation universitaire différente, faire preuve d'une capacité d'adaptation, c'est évidemment des qualités, des compétences, des qualités qui développent des compétences qui sont tout à fait indispensables pour ceux qui souhaitent embrasser une carrière internationale et européenne. Alors, pour autant, évidemment, en creux, la question qui pourrait se poser, c'est de savoir si le fait de n'avoir pas fait de mobilité constitue un inconvénient. La réponse est non. On va valoriser les candidatures des étudiants qui ont réalisé une mobilité. Ce ne sera pas à mettre à leur passif, mais à l'actif de la candidature. En revanche, ceux qui ont un parcours plus classique ne se verront pas reprocher le caractère classique de ce parcours. Deuxième question à porter sur l'EAD, les études à distance, les étudiants qui seraient inscrits en études à distance en Master 1. Ce n'est pas un élément qui est de nature à constituer un obstacle à la présentation et à la sélection dans le cadre du Master 1, droit international et européen en tant que tel. Ce n'est pas un obstacle. En revanche, le master DID et les parcours de Master 2 ne sont pas proposés à distance. Hein, ils sont proposés en présentiel. Troisième question, une question qui porte sur les candidatures d'étudiants étrangers hors Union européenne. Madame Uleda Sayar a déjà commencé à répondre à cette question, hein, s'agissant du Master 2 Justice pénale internationale, mais de manière générale, c'est vrai pour les autres parcours, mais je parle encore sous le contrôle des responsables de M2, et c'est vrai pour le M1, droit international et droit européen, il n'y a pas d'obstacle en la matière, si ce n'est conditions que nous contrôlons plus particulièrement pour les étudiants étrangers, c'est un niveau un niveau suffisant en langue française, et donc il convient d'avoir des attestations en la matière. Voilà pour ces trois questions spécifiques. J'en profite pour indiquer, j'aurais peut-être dû commencer par là, et c'est ce à quoi faisait référence Madame Sayar il y a un instant, c'est que l'examen, l'admission en Master 1 est réalisée par l'ensemble de l'équipe pédagogique de manière coordonnée, extrêmement coordonnée. Et donc, évidemment, pour les responsables de Master 2, c'est la double peine, puisqu'ils peuvent être amenés également à procéder à une sélection à titre complémentaire pour le Master 2. Et donc, évidemment, c'est une lourde tâche qui est la nôtre, mais nous la menons ensemble. Alors, la particularité cette année,
Madame Sander est à l'écoute, elle le sait. Nous souhaitons cette année que les candidats au master renseignent dans leur dossier de candidature leurs préférences prima facie quant au master 2. C'est-à-dire qu'ils indiquent de manière hiérarchisée s'ils se destinent plutôt en l'état des, en l'état des connaissances qui sont les leurs et de leurs inclinations actuelles, voilà, plutôt en droit de l'Union européenne, plutôt en justice pénale internationale, plutôt en mer, ce qui nous permettra d'établir une promotion qui soit équilibrée. Donc, on prendra en considération aussi ces éléments-là. Et donc, on vous demandera de vous positionner plus particulièrement, tout en indiquant, le cas échéant, dans votre lettre de motivation, nous lisons les lettres de motivation, ce n'est pas une légende urbaine, on les lit, on examine cela, ça nous permet au passage d'examiner quel rapport vous entretenez avec la langue française et votre capacité d'argumentation et capacité d'emporter la conviction, mais aussi, au-delà de ça, au-delà de la forme et de la rhétorique, votre capacité, enfin, le projet professionnel qui est le vôtre, la cohérence, éventuellement un élément très important pour vous, il peut y avoir dans votre, je fais une petite parenthèse sur la lettre de motivation, il peut y avoir une forme a priori vue d'extérieur au premier regard, il peut y avoir parfois une forme d'incohérence entre des choix que vous avez pu réaliser au cours de votre formation, je dirais, initiale dans le cadre du premier cycle universitaire et votre projet professionnel actuel, votre projet de formation également. Quand c'est le cas, c'est-à-dire quand on examine par exemple votre relevé de notes, c'est-à-dire qui souligne les matières pour lesquelles vous avez opté, etc., il peut y apparaître une forme de décalage avec finalement votre candidature au Master DID. La lettre de motivation est précisément le lieu, l'outil, le vecteur, le support grâce auquel vous allez pouvoir expliquer ce décalage apparent et réintroduire de la cohérence en expliquant les raisons pour lesquelles, et c'est tout à fait légitime, vous avez cheminé et que à l'occasion de telle ou telle expérience, stage, cours, etc., votre projet s'est affiné, de nouvelles perspectives se sont dessinées et vous avez décidé de candidater dans le Master DID. Donc tout cela évidemment réside dans la lettre de motivation et nous avons un examen collectif d'ensemble qui prend en considération, et ça fait partie, là je commence à répondre aux critères, l'ensemble des éléments. L'ensemble des éléments, c'est évidemment, oui, il ne faut pas se le cacher, les résultats. Les résultats font partie des éléments que nous regardons. Un dossier dans lequel l'étudiant candidat a des mentions sur ce terrain et globalement, peut-être, évidemment, a vocation à surpasser un étudiant qui n'en aurait pas, sur ce seul critère. Mais il n'y a pas que ce critère. Et ça fait partie des éléments. On regarde évidemment les résultats obtenus. Mais nous regardons les résultats obtenus, je dirais, de manière assez panoramique, c'est-à-dire que tout est important finalement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment les matières fondamentales, aussi bizarre que ça puisse paraître. Un étudiant qui a de bons résultats, je vais prendre un exemple, notamment en deuxième année, puisqu'on scrute plus particulièrement la deuxième année et le premier semestre de licence, 3, le semestre 5, un étudiant qui a de bons résultats dans les matières fondamentales, de très bons résultats dans les matières fondamentales, manifestement a des capacités en droit, c'est indiscutable, et donc c'est un élément qui est positif et qui peut effacer, alors évidemment je m'engage, si les collègues ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à l'indiquer, mais je crois qu'on est globalement d'accord sur ce sujet, des résultats globaux qui sont bons dans les matières fondamentales de droit public et de droit privé peuvent évidemment effacer un accident en droit international ou en droit européen, une mauvaise note en relations internationales au premier semestre de la première année, à mon sens, est largement effacée par de très bons résultats en licence 3 dans des matières fondamentales.
parce que l'internationaliste et l'européaniste est d'abord et avant tout un juriste. Il est d'abord juriste. Donc, si on a une capacité de raisonner en droit administratif, en droit civil, en droit pénal, et qu'en début de première année, en relations internationales, on a pris ses marques, on a eu un accident, ou même en deuxième année, y compris avec moi, dans une matière qui n'a pas été prise en TD, il y a eu un accident, mais que par ailleurs les résultats sont tout à fait honorables, on regarde la globalité. Inversement, des résultats plus moyens et des très bons résultats en droit européen et international, évidemment, ça plaide aussi. Vous voyez. Donc, le message qu'on vous adresse, c'est de ne pas vous auto-censurer. Autre peut-être élément d'information sur les critères de sélection, le master tel qu'il existe, il est relatif, pour le master 1 du moins, il est relativement récent. Les masters 2 ont, pour certains d'entre eux, une profondeur historique, on va dire, en plusieurs années. Certains sont plus récents, mais le master 1 est quant à lui, on est dans la deuxième année véritablement, voire même la première année dans cette nouvelle formule, cette nouvelle maquette. Et en tous les cas, ce qui ressort de l'historique pour le master 1, c'est que la majeure partie des étudiants sont des étudiants extérieurs à l'université de Lille, aux alentours de 3/4. Bon. Ce n'est pas une volonté manifeste de l'équipe. On est évidemment ouvert aux candidatures des autres établissements, hein, donc ça, il n'y a pas de fermeture à notre égard, on est très largement ouvert aux autres établissements, mais on est évidemment aussi ouvert, c'est notre vocation première, que d'accueillir des étudiants de l'université de Lille. Tout ça pour dire que n'hésitez pas à candidater. Hein. De ce point de vue, on est évidemment tout à fait ouvert aux candidats lillois. Et nous avons donc une capacité d'accueil globale en Master 1 qui est quand même assez significative, hein, puisqu'on a à tout le moins 70 places. On pourra sans doute aller au-delà si nous avons des candidatures convaincantes. Alors, oui, il y avait eu des questions aussi un peu plus précises. Si je n'ai pas pris, par exemple, le TD d'ordre juridique de l'Union européenne, est-ce que je peux candidater? Je parle sous le contrôle, en particulier de Madame Bernard, mais je pense qu'elle répondra, qu'elle sera d'accord avec la réponse que je vais vous faire. La réponse est un grand oui. Alors évidemment, c'est mieux quand c'est possible de prendre le TD d'ordre juridique de l'Union européenne, mais vous pouvez candidater en ayant en tête que peut-être que sur l'ordre juridique de l'Union européenne, en première année, il faudra faire quelques lectures complémentaires, bien s'accrocher. Mais à partir du moment où on est conscient, ça, je pense que c'est important. Précisément, je crois que les étudiants qui ont conscience qu'ils ont des lacunes, le terme est un peu fort, en tous les cas des faiblesses, dans une discipline, à partir du moment où on en est conscient, je pense que ça peut devenir aussi un atout. Pourquoi ça, paradoxalement? Parce qu'à partir du moment où on est conscient, et qu'évidemment on ne laisse pas les choses en l'état, et qu'on se dit, dans ce domaine, je dois produire un effort pour me hisser au niveau, alors, très souvent, l'expérience montre que quand on a fait le constat et qu'on se donne les moyens pour combler un retard, le cas échéant, on atteint parfois un niveau supérieur à ceux qui considèrent que c'est acquis. Parce qu'en réalité, les connaissances s'entretiennent naturellement. Et il peut y avoir un phénomène d'érosion. Et donc, ceux qui ont conscience d'une lacune, en réalité, vont produire en master un effort qui va être tout de suite payant et qui va parfois les mener plus haut que ceux qui considèrent qu'ils sont des acquis et qui vivotent finalement un peu sur leurs acquis. Elsa, si tu souhaitais peut-être intervenir sur ce sujet, parce que j'ai été… Non, pardon, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je n'ai rien à ajouter. Il y avait une question sur la possibilité d'intégrer le Master 2 droit de l'Union européenne après avoir fait un Master 1 droit public. Oui, tout est possible sur la base d'une candidature, d'un dossier, notamment si, bien sûr, vous avez suivi des matières en droit de l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas à candidater. Nous n'avons pas prévu de phase de sélection orale. Alors, pour le Master 1, pour les Master 2, je laisserai évidemment les collègues répondre, mais pour le Master 1, ce n'est pas prévu. Tout simplement parce que, je vous donne l'information, et encore une fois, ne vous censurez pas dans les candidatures dès lors que votre projet n'est pas un projet par défaut, naturellement. Mais ne vous censurez pas après ce que je viens de dire, ce que je vais dire, pardon. Mais pour information, l'année dernière, nous avions environ 750 dossiers de candidature à instruire. Et donc, dans ces conditions, c'est évidemment compliqué de pouvoir introduire une phase orale. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce que je n'ai pas suivi le chat parallèlement. Est-ce qu'il y aurait des questions qui m'auraient échappé? Pardon, je crois qu'il y a une question pour Pascal sur le chat. Pascal, est-ce que tu… Comment je vais répondre? Oui, évidemment, c'est tout à fait possible de postuler à ce master si vous êtes un doctorant, c'est loin d'être incompatible. J'en profite pour revenir sur une autre question qui était posée en ce qui concerne les non-ressortissants de l'Union européenne, question à laquelle a déjà répondu Émeric de façon parfaitement exacte en évoquant les exigences de maîtrise de la langue française. Par ailleurs, spécifiquement dans le M2 droit de l'Union européenne, traditionnellement, nous avons beaucoup d'étudiants, environ 40% chaque année, de non-ressortissants de l'Union européenne, parce qu'on a beaucoup de nos amis africains qui sont très intéressés par cette formation. Bon, il est évident que si vous venez du Togo, Lomé, avec l'importance du port de Lomé, c'est entre autres un diplôme qui est effectivement très porteur. Et d'ailleurs, chaque année, nous avons 3-4 étudiants qui vont faire un stage au port de Lomé. Voilà, ce qui montre que c'est parfaitement ouvert aux non-ressortissants de l'Union européenne. Émeric, est-ce que je peux juste, Bien parce que sûr, je vais devoir vous quitter, Ah oui. donc je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit au sujet des lettres de motivation et plus généralement sur le fait qu'il fallait être conquérant, effectivement. Je crois que voilà, on vous offre des formations qui sont des formations de qualité. C'est à vous de construire votre projet professionnel en adéquation avec votre personnalité, ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce qui vous intéresse, plus que finalement au regard de l'ouverture des débouchés. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui à chaque fois me disent « Oui, mais j'adorerais voilà, être procureur, évidemment, de la Cour pénale internationale, être avocat devant la Cour, mais bon, c'est tellement difficile. » Ben oui, mais bon, si vous partez comme ça, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Vous voyez, tout est difficile. Et moi, je suis intimement convaincue que quand on est motivé et passionné par ce qu'on fait, on travaille beaucoup. Et quand on travaille beaucoup, on devient bon. Et quand on est bon, on trouve un travail. C'est un cercle vertueux. Donc, il ne faut pas hésiter à être conquérant,
Si vous voulez devenir procureur de la CPI, eh ben, allez-y. Si vous voulez devenir commissaire européen, eh ben, allez-y. Ou travailler en droit de la mer, exercer des hautes fonctions. Il ne faut pas hésiter, il faut juste vous connaître, savoir ce que vous attendez de votre vie. Est-ce que vous voulez un travail tranquille, terminer de travailler à 18 heures tous les jours? Est-ce qu'au contraire, vous voulez mélanger votre vie privée, votre vie professionnelle? Comment vous voyez votre vie? Je crois que la vraie question, elle est là d'abord. Et ensuite, vous choisissez la formation. Et là, du coup, vous y mettez toutes vos tripes dans votre lettre de motivation. Et Aymeric parlait de cohérence, mais avant tout, il faut de l'envie. Et l'envie, ça se sent. Moi, je peux vous dire que quand au bout de 100 lettres de motivation, où je m'aperçois que la personne n'a même pas fait l'effort de changer le nom du directeur de la formation, et donc je m'appelle Monsieur Yann Kerbra, et donc je travaille à la Sorbonne à Paris 1, et non pas à Lille, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Donc, il faut y croire à ce que vous faites. Et je crois que c'est vraiment la clé. En tout cas, je vous quitterai là-dessus. Et il faut d'autant plus y croire que la période est difficile et qu'on ne peut pas rêver à votre place. Nous, on vous offre des formations de qualité. Très honnêtement, à Lille, on n'a pas à rougir de ce qu'on vous propose par rapport à des grandes universités parisiennes ou étrangères. Maintenant, c'est à vous de vous impliquer et d'être motivé. Et ça, on ne peut pas vous porter là-dessus. Vous voyez, on est quand même à l'université, on n'est plus dans le secondaire. Voilà ce que je voulais dire, de manière peut-être un peu punchy, mais c'est mon style. Mes collègues pourront vous le confirmer. Et sur ce, je suis obligée de vous quitter parce qu'on passe notre temps en réunion Zoom, donc j'entame une réunion Zoom. Mais voilà, je vous souhaite bon courage et surtout, voilà, n'oubliez pas, c'est votre vie là que vous construisez. Donc, ne vous trompez pas. Et si vous vous trompez, ça n'est pas gravissime à la rigueur. Vous pourrez faire comme certains étudiants, faire 2 masters. Et ce n'est pas dramatique. Hein. Plus on est formé, plus on sait de choses et mieux on se porte dans la vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie et merci à mes collègues. Bon courage à tous pour la suite. Merci. Oui, je voudrais rebondir sur l'analyse qu'a faite Muriel Hubeta-Sayer. Je suis tout à fait d'accord avec son analyse et avec la motivation. C'est fondamental pour arriver en M2 et pour réussir son M2. Parce que si vous êtes motivé par les matières, vous ne verrez pas votre temps de travail passer parce que ça sera certes du travail, mais du travail agréable, mais il faut être passionné. Et pour les exercices qu'on vous demande, les travaux qu'on vous demande, c'est également absolument fondamental. Vous êtes en face d'un mémoire de recherche à travailler pour 1 an. Il faut choisir un sujet qui vous passionne. Parce que là, vous irez à la bibliothèque collecter des documents, fouiner un petit peu partout pour collecter ces documents, et à l'inverse, si vous n'êtes pas si vous n'avez pas choisi un thème qui vous passionne, bon, le premier jour, vous allez à la bibliothèque, le deuxième jour également, le troisième jour, vous y allez un peu plus tard, et puis la semaine d'après, vous n'y allez pas. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et par ailleurs, je voulais évoquer quelque chose d'autre. Bon, c'est vrai qu'on est obligé de prendre en considération des critères de sélection, comme l'a très bien rappelé Aymeric Boteau. Par ailleurs, ce que l'on peut remarquer, enfin tout du moins c'est mon analyse, je ne sais pas si elle sera confirmée ou non, c'est que quelquefois vous n'avez pas des dossiers, ils sont corrects, ils sont bons, vous les accueillez en M2, c'est pas extraordinaire. Et puis vous avez, dans la discipline que je suis un petit peu, des gens qui sont véritablement passionnés par la mer. On a chaque année des moniteurs de voile, des moniteurs de plongée, et tout d'un coup ils se découvrent parce qu'ils peuvent étudier un domaine qui leur passionne, et ils montent de niveau et ont d'excellents résultats, alors qu'ils avaient un parcours simplement valable jusqu'ici. Donc, je veux dire, on arrive ici en M1 et M2 véritablement à un décrochage par rapport à ce qui s'était fait antérieurement. Enfin, tout du moins, c'est mon analyse. C'est vrai qu'il y a un changement de braquet entre le premier cycle et le second cycle, et notamment parce que la phase d'appropriation des connaissances, de restitution et le rapport à l'information et à la connaissance change. Vous n'êtes plus que récepteur. Il y a un travail qui va aller crescendo, en particulier avec le mémoire. Et donc, certains étudiants
qui étaient peut-être dans une dimension plutôt, qui vivaient peut-être mal la dimension plutôt passive du premier cycle, vont changer de dimension dans le cadre du master parce que précisément on propose des types d'exercices qui leur conviennent mieux, plus intéressants et des problématiques qui les passionnent, c'est certain. Et ça, effectivement, on le prend aussi en considération dans le cadre de la sélection. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, pas d'autres questions? Alors, oui, pardon. Simplement, et ce sera très rapide parce qu'on a déjà été très long, mais c'était nécessaire, je pense, pour toutes les informations qui méritaient d'être dispensées. Simplement pour ajouter un élément, puisque dans le chat, quelqu'un a demandé si la maquette pouvait être vue. J'ai mis le lien dans le cadre de la préparation des lettres de motivation. Je crois qu'il est important que vous alliez voir ces maquettes, que vous voyez les cours qui vous sont proposés, les opportunités que nos formations vous offrent, etc. Également pour vous distinguer. Le Master 2 droit de la mer de Lille, de l'Université de Lille, a des spécificités. Le Master 2 droit de l'Union européenne de Lille a des spécificités par rapport à d'autres Master 2 droit de l'Union européenne, d'autres universités françaises. Or, lorsque l'on étudie, lorsque l'on lit vos lettres de motivation, parfois, souvent, il se passe ce que Muriel vient de décrire, à savoir que l'on se rend compte que c'est la lettre type. Alors évidemment, on sait bien que vous avez beaucoup de lettres à envoyer, mais en réalité, le fait de recevoir une lettre type ne nous montre pas cette envie dont parlait Muriel, qui est essentielle. Je suis complètement d'accord avec elle. Cette envie de rejoindre notre formation, vous nous la montrerez en mettant en évidence le fait que pour vous, notre formation a une spécificité, a une importance particulière. Ça peut aussi être pour des raisons personnelles d'ailleurs, hein, donc pourquoi pas. Mais voilà, la maquette mérite d'être étudiée avant de se mettre à la rédaction de vos lettres de motivation. C'était le point sur lequel je souhaitais insister. C'est d'une certaine manière une forme de plaidoirie qu'il faut rédiger. Voilà. Bon, bah, écoutez, s'il y a d'autres questions, évidemment, on est à votre disposition. Moi, j'essaie, dans la mesure du possible, parce qu'on est nos messageries en cette période distancielle, où le distanciel a pris beaucoup d'importance, nos messageries sont souvent encombrées, donc parfois j'ai du retard, parfois il y a des messages que je ne vois pas, mais j'essaie de répondre aux étudiants qui ont des questions à propos du Master DID. S'il y en a encore, évidemment, on est à votre disposition pour en parler. Si j'ai plusieurs, d'ailleurs, demandes en ce sens, je n'exclus pas de proposer une matinée de rendez-vous individualisé avec les candidats potentiels, en particulier l'Université de Lille et de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, pour ceux qui sont vraiment motivés et qui souhaitent m'entretenir de leur projet. Ça sera en fonction des demandes qui me seront adressées. Voilà. On a effectivement procédé à l'enregistrement et dès lors que les collègues ont remarqué leur accord, nous mettrons en ligne certainement sur le site de l'université pour qu'on voit exactement quel peut être l'accueil, le lien qui serait adapté. Est-ce que ce sera sur Moodle? Enfin, nous verrons ça avec les services de la communication. Bon, bah écoutez, merci encore pour votre attention, l'intérêt que vous portez au master. Merci aux collègues, merci à Madame Sander pour son accompagnement durant cette présentation à distance, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, merci Émeric, merci Elsa, merci Violaine, et puis à bientôt. À bientôt.